si vous voulez, de notre série Java Web. On va consacrer donc cette vidéo aux pages GSP, à Java Server Pages. On va commencer par une introduction autour de ce langage, ainsi que les différents tags que vous pouvez intégrer dans votre projet. Et on va terminer par un atelier pour manipuler donc ces différents tags, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir quand on parle de GSP, donc c'est des Java Server Pages. C'est un fichier qui contient de l'HTML et des fragments de code Java, donc exécutés sur le moteur de servlet, comme je vous ai montré la dernière vidéo autour de l'architecture d'un serveur web ou quoi. Donc les pages GSP, donc ce qu'il faut retenir, dans la technologie Java J2E, vous développez avec GSP, mais derrière vous, toutes les pages GSP sont converties en servlet par le moteur de servlet, qui est, si vous voulez, intégré au niveau de votre serveur web, sachant que nous on travaille avec Apache Tomcat. Les fichiers GSP sont à la racine de l'application web, au même endroit que le fichier HTML. On a vu la dernière fois le web app, c'est le dossier qui est censé donc enregistrer tout ce qui est partie web de votre application. Par contre, les servlets générés par le moteur de servlet sont placés dans le répertoire work ou bien le répertoire de travail pour qu'ils puissent être à l'écoute à chaque fois qu'il y a une requête qui arrive. Donc en termes de fonctionnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut retenir, une page GSP sera transformée en servlet tout en se basant sur le moteur de servlet qui est intégré dans votre serveur web. Alors une fois qu'on reçoit la requête, la servlet, on va poser la question, est-ce que cette page GSP dispose déjà d'une servlet? Si ce n'est pas le cas, on va analyser le GSP pour sortir le code dynamique qui est censé développer avec le langage Java. Vous allez générer le code source de votre servlet. Vous allez le compiler. Il faut le charger pour qu'il se mette à l'écoute. Et puis vous générez la réponse. C'est la servlet, la page GSP déjà donc transformée en servlet. Dans ce cas-là, on est censé donc charger. Donc servlet GSP chargé concernant cette page GSP. On charge la servlet à nouveau, on génère la réponse et puis on envoie la réponse en question. C'est-à-dire que derrière votre page GSP, ce qu'il faut retenir, il y a un mécanisme qui permet de le transformer sous forme de servlet, de compiler le code dynamique qui est écrit en langage Java et puis de générer une réponse par la suite. Une petite comparaison pour cadrer notre langage GSP, donc Java Server Pages, avec le langage PHP qui est leader en termes de développement web. Et surtout, quand on parle de PHP, c'est surtout les applications business to consumer, le B2C, sachant que le GSP, on peut l'utiliser pour développer des applications B2B, ou bien business to business, ou bien business to employee, les applications dédiées vers les employés d'une entreprise. Ce tableau récap, il permet de faire une petite comparaison entre la logique et puis les concepts au niveau de GSP ainsi que dans les PHP. Donc déjà le GSP se base sur Java, donc c'est purement orienté objet. Le PHP, donc à partir donc de la version 5, c'est là on peut parler de l'orienté objet, c'est-à-dire on peut intégrer l'aspect procédural des versions précédentes. Le GSP, puisque fait partie du Java, donc il y a une grande, si vous voulez, communauté, un grand nombre d'API, l'Application Programming Interface, qui vous permet d'avoir des bibliothèques qui sont, si vous voulez, sophistiquées, qui couvrent tous les besoins au niveau de génie logiciel. On le compare avec PHP, donc ça, on peut parler ici avec moins de possibilités. En GSP, donc si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà parlé de JDBC et puis de Hibernate. On utilise le Java Database Connectivity, donc sachant que le PHP utilise le ODBC. Sur des labos à l'échelle internationale qui travaillent sur, si vous voulez, les qualités des langages de programmation, de techno, de temps de vitesse, de complexité, ils ont prouvé que le temps de réponse, si vous développez le même process, avec GSP ou bien avec PHP, donc on va tendre vers la même, si vous voulez, le même temps de réponse. Le GSP se base sur la Java Virtual Machine. Du coup, c'est un auto-écosystème ou plutôt auto-système d'exploitation interne qui permet de gérer la performance de votre application, ce qui n'est pas le cas en PHP où le langage interprète à chaque appel. On parle en GSP avec la notion de multithreading de ce qu'on appelle le processus léger,
puisque là, vous avez un système multitâche qui est géré par votre GVM. Bah, avec le PHP, donc, nouveau process pour l'exécution de chaque script. Et bien sûr, comme vous savez, le GSP se base sur du Java qui est à 100% portable, qui ne dépend pas de votre système d'exploitation. Avec les versions actuelles de PHP, on peut parler de la portabilité comme le langage Java et puis d'autres technos, quoi. Donc ce tableau récap, c'est seulement pour vous situer par rapport à un langage qui est plus populaire en termes de développement web, quoi. Vous voulez faire des GSP, vous êtes censé donc créer une page dont l'extension .gsp. La page, elle contient donc un code écrit en HTML. Vous pouvez ajouter par la suite des tags GSP. Donc, on va découvrir les différents tags. Donc, vous avez les tags directives. Bah, toujours, si vous voyez bien, tous les tags commencent par pourcentage et se terminent par pourcentage et puis supérieur. Une fois que vous rencontrez donc un tag qui commence par arrobas, donc ici on parle de tag directif. Les tags commentaires qui utilisent les deux tirets, les tags de déclaration qui utilisent un point d'exclamation, les tags scriptlets avec lesquels vous pouvez écrire donc un script, ok. Et puis les tags d'expression, on les a déjà vus la dernière fois avec le symbole égal. Sinon, il y a d'autres tags qui s'appellent tags d'action qui commencent par le préfixe GSP, deux points, l'action à mettre en place. Et bien sûr, ces tags d'action, ils ont, si vous voulez, deux rôles. Transférer la requête traitée à une page différente. Si vous voulez faire la redirection, comme on les a vus la dernière fois, mais en utilisant les servlets. Utiliser des Java Beans, c'est-à-dire des objets qui disposent de traitements dont vous aurez besoin pour répondre à la requête, quoi. Donc, en termes, donc, on va découvrir quelques exemples vis-à-vis donc ces différents tags. Pour les tags directives, donc, on peut parler de include. Par exemple, ici, vous avez une page principale qui est décorée en quelque sorte par trois pages séparées. Donc, on a une page body qui veut dire la page core, la page en tête et puis la page footer pour le pied, quoi. Dans la page principale, je peux utiliser include avec l'attribut file. Je lui donne le nom de la page que j'aimerais bien charger. C'est comme inclure le code de cette page à cet emplacement. Avec cet exemple, on arrive à organiser puis utiliser souvent le pied en tête de page dans toutes les pages sans sans répétition des différentes, si vous voulez, instructions. Ici, avec include, c'est quand vous allez lui dire inclure le fichier dans le nom tel, dans l'emplacement tel. OK? Pour les tags directifs toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça commence par arrobas, et puis le nom de votre tag, ainsi que la liste des attributs. Chaque attribut dispose de son nom et puis de sa valeur. On va découvrir par la suite ce qu'on appelle les tags libres lorsqu'on va travailler avec le GSTL, avec plutôt le GSF, struts, etc. On va voir comment étendre les balises qu'on a sur la page. On a donc la directive page qui permet de définir toutes les informations nécessaires sur la page. L'encodage, le langage utilisé, ainsi de suite. Donc ici, on va voir un exemple de directive page. Je peux utiliser la directive page avec l'attribut import qui permet d'importer une bibliothèque. Et là, donc, j'importe toutes les bibliothèques séparées par virgule. Je peux définir dans page le content type, quel est le contenu, le type de contenu que j'aimerais bien mettre en place. Je peux définir donc, si vous voulez, la page d'erreur, est-ce qu'il dispose d'une page d'erreur ou non. Donc tout ça, ça rentre dans la directive page que vous pouvez intégrer tout au début de votre page. Et vous allez voir, lorsqu'on va créer la page GSP, automatiquement, le système il va prendre en charge. Lorsqu'on va créer une page GSP, il va rajouter la tag, notre tag page avec donc les éléments de base, quoi. Pour les tags commentaires, ça commence par deux tirets. Ils seront plus pris en charge par votre serveur web. Il y a les tags de déclaration, c'est le point d'exclamation, avec l'intégration de l'encapsulation. Je peux avoir private, c'est-à-dire que cette variable il est visible seulement dans cette page. Si vous faites include dans une autre page, cette variable ne sera plus lisible. La même chose, je peux définir des attributs, je peux définir des méthodes, soit avec une portée locale, avec une portée globale, comme vous voulez. L'essentiel, ça va être un point d'exclamation, quoi. Le tag scriptlet, quant à lui, c'est lorsque vous voulez écrire un script. Par exemple, ici, si vous voyez bien, on est en train de mettre en place une boucle avec l'accolade ouvrante.
on ferme, on fait donc le travail nécessaire, ça si vous voulez, l'HTML, et puis on est censé ne pas oublier fermer donc l'accolade ouvrante par une accolade fermante, quoi. Du coup, lorsque vous développez un script, on parle de tag scriptlet, quoi. Vous avez votre page GSP. Est-ce que vous êtes obligé de définir, puisque nous, lorsqu'on a parlé de servlet, si vous vous rappelez bien, on a vu les requests, response, qui sont définis comme étant des paramètres des fonctions du get de post. Avec les langages GSP, avec une page GSP, vous avez des objets implicites qui ne demandent aucune déclaration et sont à votre disposition. Parmi ces objets-là, on parle de request qui permet de récupérer la requête des clients. On parle de response qui permet de générer une réponse. Out pour écrire sur la page. Page context pour définir le contexte de la page. Session pour gérer les sessions. Application pour gérer l'application au niveau de serveur. Page pour gérer la page. Config pour gérer la configuration de votre, si vous voulez, application. Et puis, bien sûr, le exception qui permet de gérer les pages d'erreur en quelque sorte. Tous ces objets-là, ils sont à votre disposition. Ça ne demande aucune déclaration au niveau de votre code. Vous pouvez directement commencer par request. Et vous faites appel aux méthodes qui vous convient pour répondre aux besoins de départ, quoi. Pour le tag expression, comme je vous ai montré la dernière fois, ça commence par égal, mais sans point virgule à la fin. Par exemple, ici, on va faire un boucle. À chaque fois qu'on est sur une itération sur un compteur i, on affiche sa valeur au coin. La même chose ici, donc l'essentiel, c'est que le tag expression commence par le symbole égal, sans point virgule à la fin. Donc, on va essayer de découvrir ensemble que ces différents tags, si vous voulez. Je vais demander au niveau d'Eclipse de créer un nouveau projet de type toujours Dynamic Web Project. On va l'appeler TP-GSP. Notre serveur qu'on a installé la dernière fois, c'est le Apache Tomcat 10.15. On a notre Dynamic Model qui est sur la dernière version, la version 8. Cette fenêtre ou bien cette étape veut donc des informations sur l'emplacement des codes sources, l'emplacement des classes générées. Étape suivante, donc il va vous donner l'emplacement de tout ce qui est page web, HTML, GSP, CSS, comme je vous ai montré la dernière fois, ainsi que la possibilité d'intégrer un WebXML qui est le fichier de déploiement. Alors je clique sur Finish, je me retrouve avec l'icône d'un web et puis la structure de mon projet. Donc je vais demande de créer une page sous le Web App. On va créer une nouvelle page, je clique sur New, GSP File. On va l'appeler par exemple page 1. Et là, je lui demande de remarquer. La page, elle contient du code HTML, c'est de l'HTML5. En plus de ça, il contient le tag directive page qui définit la langue. Le langage qu'on utilise, c'est du Java. Le content type, c'est des textes HTML. Et puis l'encodage, si vous voulez, le ISO 8859, c'est-à-dire que ici, vous avez la directive page qui permet de définir les éléments nécessaires. Donc, je commence par un élément très simple, c'est que je vais ajouter la balise pourcentage. Pour écrire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire out.println page GSP. Je ferme et puis point virgule. Alors là, je suis en train d'utiliser l'objet out sans pouvoir le définir, puisqu'il c'est un objet implicite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je lui demande d'exécuter le println. Quand j'exécute, vous allez voir que automatiquement, il est censé donc, je crois qu'il y a un problème sur le serveur. On va essayer de... Donc ici, dans le serveur, il y a les différents projets sont déployés. Ce que j'aurais dû faire, je vais supprimer tous les autres projets du serveur. C'est comme je suis en train de faire l'opération inDeploy. Voilà. Je lance le serveur pour s'assurer que le port 80 est déjà disponible. Donc il apparaît bien que le serveur est en écoute. J'exécute maintenant ma page sur le même serveur pour voir comment il va se comporter après avoir... Alors,
Et voilà, donc automatiquement, il arrive à pointer sur la page 1.gsp qui est déployée sur le projet TPGSP, sur le serveur localhost qui se met à l'écoute sur le port 8080. Il m'affiche donc le message en question. Deuxième exemple, c'est que je vais déclarer donc une variable, donc au niveau du head. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour déclarer une variable, on va utiliser donc point d'exclamation. Je déclare une variable, par exemple, int a est égal à 1, par exemple. Je peux déclarer une fonction en local, private sum int a, int b. Et là, je mets un return a plus b. Bien sûr, j'ai oublié le type de retour, c'est pour ça, donc ça va être un int. Donc voilà, je viens de définir, si vous voulez, un attribut, bien une variable qui s'appelle a, une fonction qui s'appelle sum. Je peux utiliser par la suite le tag, si vous voulez, expression. Donc je vais lui dire a est égal. Je fais appel à ma balise, à ma tag expression, je mets égal a. Je fais appel à br, bien hr, pour définir donc une ligne en dessous. Je mets ici somme égale. Je fais appel à la somme. Et je lui donne des valeurs. Je lui donne par exemple 2,9 à titre d'exemple. Bien sûr, dans le tag expression, j'aurai plus besoin de égal quoi. Alors j'exécute. Et là, on va découvrir que automatiquement, le a est égal à 1, ce qui est affecté à ma variable lors de la déclaration. Et puis ici, donc, la somme de 2 plus 9, il a fait appel à cette fonction. Et cette fonction, il nous a généré la valeur 11. Il convient de définir, donc, de découvrir donc, ces différents, si vous voulez, tags quoi. Pour le tag commentaire, donc, je peux à ce niveau-là faire appel à pourcentage. Alors, ça va être tiré à un commentaire. Donc ça représente un commentaire de votre page. Sera interprété, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je récupère l'URL et je l'ouvre sur donc un autre navigateur avec l'inspection, je vais jeter un coup d'œil sur le code. Et là, si vous voyez bien, donc le commentaire n'est pas pris en charge au niveau de notre application, quoi. Donc on vient de découvrir la partie déclarative, la partie scriptée, la partie, si vous voulez, expression. OK? On revient vers les tags que je vous ai montré tout à l'heure, la liste. On a vu donc le page. On a vu celui-là, on a vu donc celui-là, ainsi que la partie déclarative, expression, etc. Ce qu'on va faire par la suite, on va refaire le même travail de la dernière vidéo pour pouvoir comparer ce qui se passe entre le même traitement, une projection avec bien une solution en utilisant les servlets et maintenant une solution en utilisant, si vous voulez, les GSP. Donc je vais créer une nouvelle page. Donc je vais l'appeler SOM si vous voulez. Je mets dedans, je vais créer un dossier qui s'appelle CSS. Je mets dedans donc le fichier bootstrap min.css. Au niveau de ma page, donc j'ajoute la balise link. Pour l'URL, je mets style sheet, effet de style. Et pour le href, j'aurais dû faire css/bootstrap.min.css.
Je mets en place par la suite les différents éléments. Donc, je déclare un div avec donc la classe container. Je déclare par la suite mon formulaire avec la méthode post par exemple. Donc ici, je mets nombre 1. Je fais appel à input. Donc ça va être number. Puis pour le name, ça va être mb1. Et pour la classe, donc ça va être form control. J'aurais dû faire la même chose pour les autres. Donc on a nombre 2 qui porte le name mb2 et on a le résultat qui porte le nom rs qui est en read only au cours. Et à la fin, donc j'ajoute mon bouton alors je vais l'appeler btn sum. Pour la classe, j'aurais dû faire btn access. Et puis pour le type, ça va être submit. Donc voilà mon formulaire. On va faire un aperçu sur le navigateur. Donc il y a le nombre 1, nombre 2, result et puis sum. Ce qu'on aimerait bien faire, bien sûr, vous allez saisir le nombre 1, vous allez saisir le nombre 2. Une fois que vous cliquez sur sum, il faut récupérer nombre 1, nombre 2, sachant qu'il faut vérifier qu'ils ne sont pas vides. Bien sûr, comme je vous ai montré la dernière fois, donc le système il va les récupérer autant que string, chaîne de caractères. Dès que vous êtes censé donc les convertir en int, et puis vous affichez le résultat sur le champ rs. Donc, on va voir comment, si vous voulez faire ça sans passer par les servlets comme la dernière fois ou quoi. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que à ce niveau-là, on va ajouter notre script ou quoi. À ce niveau-là, on va ajouter notre script. On va dire ici scriptly sum. Donc la première des choses, on va vérifier que les champs sont différents des nuls. Donc je fais appel à request, mettant un objet implicite, point, je vous ai montré la dernière fois pour getParamètre. Là, le premier champ, c'est mb1. Si le mb1 est différent de nul, and le mb2 différent de nul, c'est dans ce cas-là que vous pouvez faire l'opération de calcul. On déclare, si vous voulez, en quelque sorte, dans la partie donc déclarative, je déclare ici, par exemple, une variable qui s'appelle int result. Je vais l'initialiser par 0. OK. Après, ce qu'on va faire, on va lui dire que result égale à request.getParamètre mb1 plus request.getParamètre mb2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est normal que le système il va signaler une exception puisqu'on parle de deux types différents, int avec string. Donc, du coup, je fais appel à integer.parseInt. Je fais appel à mon request comme tout à l'heure.
Je le ferme à ce niveau-là. Du même pour le deuxième paramètre. Voilà. Je vais vérifier que le MB1 et MB2 différent de 0, de nul. Si c'est le cas, je transforme le MB1 et MB2 en int, je fais l'opération de calcul, je change la valeur de result. Par la suite, cette variable-là, avec le tag expression, je l'affecte à le dernier input. Donc à ce niveau-là, j'aurais dû faire value. Donc j'ouvre la valise avec pourcentage. Je mets ici égal result. Automatiquement, il sera reconnu par la suite. J'exécute. Je demande de remarquer que départ result est égal à 0. Dès qu'on commence avec un formulaire 0. Je mets la première valeur, la deuxième valeur. Quand je clique sur somme, comme on a vu la dernière fois, il calcule la somme, il s'affiche au niveau de notre input texte, sauf que il n'y a plus le MB1, MB2. Du coup, on est censé garder le MB1, MB2 pour donner plus de lisibilité à notre résultat. Du coup, ce qu'on est censé faire alors, tout simplement, au niveau donc de cette variable-là, je fais appel à value. Et là, donc j'aurais dû faire la chose suivante, égale, toujours le pourcentage. Ici, j'affecte donc le request get paramètre. Je vais récupérer cette valeur-là. Je le mets sur value. Et du même pour l'autre. C'est seulement pour garder, donc, si vous voulez, une traçabilité sur les nombres saisis par les utilisateurs. Donc, on va refaire l'exécution. Donc, au départ, ça commence par nil, c'est normal. Après, donc, je mets les valeurs. Et là, comme vous voyez, donc, on arrive à afficher, garder donc une traçabilité de tous les chiffres. Donc, le même exemple qu'on a vu la dernière fois avec les servlettes, maintenant, il est développé tout en utilisant, donc, si vous voulez, notre page GSP. Donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est que je vais vous montrer un exemple des tags action. Donc, à ce niveau-là, je passe vers ici, par exemple, dans la page 1. Je vais rajouter tout simplement, à ce niveau-là, je vais ajouter donc le tag GSP, deux points, et là, je vous demande de remarquer qu'on a toute une liste d'éléments. On a le attribute, body pour le corps, element, forward pour la redirection. J'aurais dû faire ça. Je vais lui dire rediriger l'utilisateur vers sum.gsp. Donc, on exécute. Maintenant, je suis dans la page 1.gsp. Quand j'exécute, il va se retrouver avec le tag action GSP forward. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il m'a redirigé vers la page en question. Okay. Et du coup, donc, on arrive à vous montrer dans cette vidéo tous les tags dont vous aurez besoin pour développer avec le GSP. Donc, la vidéo prochaine, on va le consacrer à un standard très important. On va découvrir ensemble les inconvénients des différentes, si vous voulez, les différents concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a vu le servlet, on a vu le GSP. Je vous ai montré comment manipuler votre requête. Il apparaît bien qu'on aura besoin de request response pour, si vous voulez orchestrer la communication avec l'utilisateur. Avec les servlets, tout est en Java et puis le client, ça va être un formulaire HTML. Pour le GSP, donc la base c'est de l'HTML sur laquelle vous pouvez intégrer donc des tags Java. On va parler par la suite. La vidéo prochaine, on va consacrer un standard qui va donc nous accompagner pour avoir un code plus lisible, plus sophistiqué et garantir telle responsabilité entre ces différents éléments. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.